Paragraphe 2.5. Reconstruction du signal analogique. Théorème de l'échantillonnage. On vient de démontrer que le spectre, dont on représente ici l'amplitude, module du spectre, le spectre du signal échantillonné était constitué du spectre du signal initial, qu'on a représenté donc ici entre moins Fm et plus Fm, puisque Fm est la fréquence max présente dans le spectre du signal analogique initial, donc est constitué de ce spectre initial plus les translatés autour de Fe, moins Fe, 2Fe, etc., ce qu'indiquent les points de suspension de ce spectre initial. Donc image pour k égale 1, k égale moins 1, pour k égale 2, on a le translaté autour de 2Fe, etc. Voilà ce qu'on vient de démontrer. Et bien, à partir de là, il est facile de retrouver la condition de reconstruction du signal analogique. En effet, pour retrouver le spectre du signal analogique, donc le signal analogique lui-même, il faut supprimer par filtrage toutes les bandes d'images. K égale 1, K égale moins 1, 2, moins 2, etc. pour ne conserver que le spectre non affecté, ici, du signal initial. C'est-à-dire qu'il faut filtrer dans l'intervalle moins Fe sur 2 plus Fe sur 2 par un filtre passe-bas dont le gabarit ici va aller de là jusqu'à là. Mais ceci n'est possible de retrouver sans problème le spectre du signal initial qu'à condition qu'il y ait une petite marge d'espace vide ici autour de Fe sur 2, ayant le symétrique autour de moins Fe sur 2. Donc il n'y ait pas de zone de recouvrement entre les bandes images successives. Donc ici, le spectre du signal initial, la première image, puis la deuxième, etc. Qu'il y ait bien ici une zone vide. C'est-à-dire qu'il faut que la fréquence la plus basse de la première image ici, c'est-à-dire grand Fe moins Fm, soit supérieure ou égale au plus à Fm. C'est-à-dire que Fe soit supérieur ou égal à 2 Fm, ou Fe sur 2, ici, supérieur ou égal à Fm. Voilà donc la condition, et si cette condition est satisfaite, si Fe est convenablement choisi, la fréquence d'échantillonnage, par rapport à la fréquence max du signal à échantillonner, et bien dans ce cas-là, on pourra, à partir des échantillons, par simple filtrage passe-bas, entre moins Fe sur 2 et plus Fe sur 2, donc filtre passe-bas de fréquence de coupure Fe sur 2, on pourra isoler, donc retrouver le spectre du signal initial, donc le signal initial. Faisons un petit dessin à droite ici, dans le cas où il y a recouvrement. Alors on appelle ça repliement de spectre. C'est le cas où les deux bandes ici, celle-là et celle-là, se chevauchent, comme on le voit ici, et ça se passe autour de Fe sur 2. Là, il n'y a pas de chevauchement, parce qu'il y a une marge ici, et là, il y a chevauchement. Donc, zone de recouvrement autour de Fe sur 2. Et dans ce cas-là, la fréquence d'échantillonnage est insuffisante, et on ne peut pas reconstruire le signal analogique d'origine à partir du signal échantillon. On résume ça dans ce qu'on appelle la condition d'échantillonnage de Nyquist, qui s'écrit sous forme d'une condition portant ici à gauche sur le spectre du signal à échantillonner. Il faut que son spectre s'annule au-delà d'une fréquence Fm qui soit inférieure à Fe sur 2. Donc il faut que xa de f soit égal à 0 lorsque f est supérieur ou égal à Fe sur 2. Ou encore, il faut que Fm ici soit plus grand que Fe sur 2, ou plus petit.
ou encore que FE sur 2 soit plus grand que Fm, ou que FE soit supérieur ou égal à 2 Fm. Donc que la fréquence d'échantillonnage soit au moins égale au double de la fréquence maximale contenue dans le spectre du signal à échantillonner. C'est le théorème de l'échantillonnage qu'on va voir ici sous deux formes, selon que le signal à échantillonner, le signal x de t, signal analogique, est en bande de base ou autour d'une fréquence F0. Un signal en bande de base, ça veut dire un signal dont le spectre est compris entre 0 et Fm. Le spectre démarre sur des fréquences très basses et s'arrête à une fréquence Fm. On retrouve ici le dessin du spectre du signal échantillonné avec le spectre du signal initial, plus les images ici. Et le filtre de reconstitution est un filtre passe-bas, dans ce cas-là, de fréquence de coupure FE sur 2. C'est-à-dire qu'il filtre les fréquences entre moins FE sur 2 et plus FE sur 2. Et la condition de Shannon, c'est FE supérieur ou égal à 2F max. Si le signal n'est pas en bande de base, ce qui veut dire que la fréquence d'échantillonnage minimum est égale à 2 Fm, c'est ce qu'on appelle la fréquence de Shannon, ou on dit parfois de Nyquist. Donc la fréquence de Shannon, c'est 2 fois la fréquence max du signal à échantillonner. Si le signal n'est pas en bande de base, c'est qu'on a transposé son spectre autour d'une fréquence porteuse F0. Ce qui est un cas courant, ne serait-ce que pour transmettre sur une fréquence radioélectrique, qui est en général une fréquence F0 élevée. Et F0 est beaucoup plus grand que Fm. Dans ce cas-là, que devient le théorème de Shannon? Eh bien, il faut refaire le dessin avec un signal ici qui n'est plus autour de 0, mais dont le spectre, toujours représenté par les deux bandes ici, mais situé autour de F0, parce qu'on a transposé autour de F0 tout le spectre qui était avant autour de 0, par ce qu'on appelle une modulation. Une opération fondamentale en transmission radioélectrique. Et F0, c'est la fréquence de la porteuse radioélectrique, fréquence qui est élevée, qui se propage dans l'atmosphère. Dans ce cas-là, voilà le spectre ici avec les deux bandes du signal échantillonné. Voilà ici transposé autour de FE le même spectre. Donc ça, c'est le résultat de l'opération d'échantillonnage pour K égale 1. Alors après, il y a K égale 2, etc. Je n'ai pas mis les pointillés ici, mais ça continue. Et la condition de reconstruction satisfaisante, c'est que la fréquence ici basse de la première image soit supérieure ou égale à la fréquence haute, ici, de la bande autour de F0. C'est-à-dire que F0 plus FE moins B, abscisse de ce point, doit être supérieur ou égal à F0 plus B. C'est-à-dire, en simplifiant par F0, que FE doit être supérieur ou égal à 2B, soit FE supérieur ou égal à 2B, donc qui remplace la condition de Shannon en bande de base, FE supérieur ou égal à 2Fm. Donc c'est la bande B qui joue le rôle que jouait Fm dans l'expression de la condition de Shannon. Voilà les deux aspects du théorème de Shannon en bande de base ou pour un signal autour d'une porteuse F0. Un exemple simple à présent, diapo 2.6, d'illustration de la condition de Shannon. Soit un signal XA de t, dont la transformée de Fourier est à support borné, parce qu'il faut qu'elle soit à support borné pour qu'on puisse faire l'échantillonnage, support borné dans l'intervalle moins grand F indice petit m plus grand F indice petit m. C'est-à-dire que la fréquence max présente dans le spectre du signal à échantillonner s'appelle ici grand Fm. On va échantillonner XA de t avec une fréquence d'échantillonnage égale à alpha fois Fn.
ce qu'on représente sous forme d'un schéma, en disant j'applique le signal XA de t, signal analogique, à l'entrée d'un échantillonneur idéal, une espèce de porte temporelle qui se ferme périodiquement toutes les t au second, pendant un temps très très court, et toutes les t au second, période d'échantillonnage, pour recueillir les échantillons successifs. Et puis derrière, on va mettre le filtre de reconstruction, puisqu'on sait que par simple filtrage passe-bas, on peut, à partir du signal échantillonné, retrouver le signal reconstitué, x indice R de t, qui normalement, si tout va bien, sera égal à x de t. Donc signal reconstitué de t, derrière un filtre passe-bas de fréquence de coupure FM. De moins FM à plus FM. Pour ne pas avoir de perte d'information dans l'échantillonnage, il faut respecter le théorème de Shannon, donc choisir le coefficient multiplicateur de FM dans l'expression de FE en fonction de FM au moins égal à 2, puisqu'il faut, rappelez-vous, que FE soit supérieur ou égal à 2 FM, donc que alpha soit supérieur ou égal à 2. Ben, ce qu'on voudrait, c'est illustrer par un simple schéma, deux cas, un cas qui marche et un cas qui ne marche pas. Donc un cas où alpha est plus petit que 2, donc on va prendre 1,2 par exemple, significativement plus petit que 2, et puis un cas où ça marche, et même avec une marge, par exemple alpha égale 4. Et pour faire le dessin, on prendra FM égale 125 Hz. Donc si alpha vaut 1,2, c'est que la fréquence d'échantillonnage vaut 1,2 fois 125, c'est-à-dire 150 Hz. Elle est insuffisante, parce qu'elle est inférieure à 2 fois 125. Donc ce cas-là ne va pas marcher. Il y aura recouvrement de spectre. Et par contre, dans le deuxième cas, où on va prendre alpha égale 4, c'est-à-dire FE égale 4 fois 125, donc 500 Hz, là, ça va marcher très bien, avec même une marge de sécurité. Alors, faisons les petits dessins en question. Pour le cas alpha égale 1,2, dessinons le spectre du signal échantillonné. C'est le spectre du signal initial, qui est ici entre moins 125 et plus 125, plus tous les spectres images autour de FE, égale 150, autour de 2 FE, égale ici 300, etc. Donc, autour de FE égale 150, on dessine le translaté de ce signal-là, qui est celui-ci, et on voit bien, ici colorié en bleu, la zone de recouvrement, la même du côté négatif, et puis la même un peu plus loin de recouvrement entre la première image et la deuxième image, etc. Il y en aura une autre après ici, etc. Donc là, il y a des zones de recouvrement, ce qui fait que si vous placez votre filtre passe-bas pour essayer d'isoler le spectre du signal initial, vous n'allez pas pouvoir retrouver le spectre du signal bleu foncé ici, je passe avec la souris, parce que dans la zone qui est ici, il y aura en superposition un parasite provenant de la première image, pareil du côté négatif. Donc il y a un mélange qui se produit qui fait qu'on n'arrive plus à isoler le triangle, le premier triangle centré autour du zone. En revanche, donc il y a un recouvrement de spectre autour de FE sur 2, c'est-à-dire autour de 75 kHz. Ici, autour de ce point. Et le recouvrement, c'est la partie qui est teintée en bleu. Si je choisis FE égale 500 Hz, c'est-à-dire alpha égale 4, on voit dans ce cas-là que la première image est suffisamment écartée, voilà, autour de 500, le translaté de ceci autour de 500. Et il y a ici une zone libre qui fait qu'on a une marge importante pour pouvoir isoler par un filtre passe-bas de reconstitution qui va de moins FE sur 2 à plus FE sur 2, c'est-à-dire de moins 250 à plus 250. Ce filtre passe-bas va permettre sans problème de retrouver uniquement le spectre XA de F, donc, par inversion de Fourier après, le signal XA de T. Et on voit que dans ce cas-là, comme on a une marge, on a la possibilité de réaliser un filtre, même qui n'est pas très raide.
moins la marge ici est importante, plus il faut que le filtre soit parfaitement raide pour bien assurer l'isolement ici de l'image centrée sur 0. Donc plus de recouvrement dans ce cas-là est possible, mais il y a quand même une possibilité de distorsion, mais on peut minimiser cette distorsion en jouant sur la valeur du coefficient alpha qu'on prend suffisamment plus grande que 2. Ici, comme c'est 4, bah, c'est le double, donc là on a une marge importante, donc on arrivera à restituer sans aucune distorsion, avec un filtre même qui n'est pas très raide, on arrivera à parfaitement retrouver le signal analogique initial. Terminons le chapitre 2 par paragraphe 2.7, 3 diapositives relatives à des considérations pratiques. Et pour la première, considération qui concerne la notion d'échantillonneur réel et de filtre anti-repli. Échantillonnage réel, deux types, échantillonneur bloqueur, échantillonneur suiveur. Rappelons avant que l'échantillonnage idéal du signal XA de T à la fréquence d'échantillonnage FE, c'est la multiplication de XA de T par un train d'impulsion de Dirac, c'est-à-dire des impulsions de largeur nulle. C'est-à-dire pour ça, c'est un cas idéal, puisque les impulsions de largeur nulle, ça n'existe pas. En réalité, un train d'impulsion, les impulsions, elles ont une certaine largeur taux, et elles se répètent avec la période T. Et elles ont une amplitude unité. Donc dans la réalité, on utilisera des impulsions d'amplitude 1, mais de largeur taux différente de 0, et on fera soit un échantillonneur bloqueur, on va voir sur un dessin que ça revient à la multiplication de XA de T par le signal d'horloge, le signal d'horloge étant le train d'impulsion de largeur taux et de période de répétition TE, soit un échantillonneur suiveur où il y aura suivi de XA de T pendant la durée taux. Passons tout de suite sur le schéma explicatif. Échantillonneur bloqueur sur la moitié supérieure de la diapo, échantillonneur suiveur ensuite. Alors l'échantillonneur bloqueur, voilà le signal analogique XA de T, en bleu pointillé, ici. Voilà le front d'horloge de rang n-1. Voilà la largeur taux du signal d'horloge ou du signal d'échantillonnage. Voilà le front d'horloge suivant, n, c'est-à-dire à l'instant t égale nte, toujours la largeur taux. Et voilà ici le front d'horloge n plus 1. Le signal échantillonné, c'est le signal ici qui commence sur le front d'horloge, ici, montant, et qui est maintenu égal à la durée prélevée en ce point-là pendant toute la durée taux du signal d'horloge. Sur le front d'horloge suivant, on prélève l'échantillon suivant, qui a une valeur différente, mais qui est maintenu à nouveau pendant une durée taux, etc. Front n plus 1, valeur maintenue, etc. Ça, c'est l'échantillonneur bloqueur, c'est le plus répandu. L'échantillonneur suiveur, même principe avec les fronts d'horloge, sauf que pendant la durée taux, on ne maintient pas la valeur qu'il y avait au début du front d'horloge, mais on suit le signal XA de T. Donc le signal ici est éminemment variable et épouse la forme de XA de T pendant la durée du front d'horloge. Idem au front d'horloge suivant, etc. Donc suivi de XA de T pendant la durée de T. Revenons sur la diapo précédente pour expliciter maintenant le deuxième point que je vous avais annoncé. C'est la notion de recouvrement des lobes et de préfiltrage anti-repliement. L'échantillonnage correct d'un signal nécessite un spectre parfaitement borné à Fm pour pouvoir bien respecter la condition de Shannon. Fm, fréquence maximale présente dans le spectre du signal à échantillonner. Alors en pratique, les composantes spectrales de XA de T qui existent éventuellement au-delà de Fm, et également d'ailleurs le bruit qui pourrait exister sur les fréquences supérieures à Fm, sont éliminées par un préfiltrage du signal XA de T
qui va rigoureusement couper le spectre à la valeur FM. C'est ce qu'on appelle le préfiltrage anti-repliement. C'est un filtre analogique passe-bas, qu'on appelle donc le filtre anti-repliement, et qui précède l'échantillonnage. Il permet de supprimer tout risque de recouvrement de spectre après échantillonnage et d'éviter le phénomène de repli autour de FE sur 2 sans imposer pour ça une fréquence FE exagérément élevée. Alors si on retourne sur le schéma du paragraphe 1.5 qu'on avait vu à la leçon précédente, ou plutôt dans la même leçon mais au chapitre 1, voilà, c'était le schéma d'acquisition et de traitement numérique, schéma type d'une chaîne de traitement numérique. La partie acquisition était ici, et la partie traitement numérique ici, dans la bulle en dessous. Bien, on voit que la chaîne de traitement numérique du signal commence toujours par un filtre passe-bas. Il y a marqué où passe-bande, c'est passe-bande lorsque le signal ici à traiter est un signal qui n'est pas en bande de base, qui est centré autour de F0, comme on l'a vu tout à l'heure dans le théorème de Shannon. Donc, filtre passe-bas ou passe-bande si le signal est centré autour de F0. Et puis derrière, l'échantillonneur bloqueur. Donc le filtre passe-bas d'abord, l'échantillonneur bloqueur ensuite. Revenons donc à notre paragraphe 2.7 pour passer maintenant à la diapo 3 sur 3. C'est toujours dans les considérations pratiques, il s'agit d'expliciter les valeurs courantes de la fréquence d'échantillonnage. Alors ça dépend du type de signal. En particulier, on va distinguer ici les signaux de parole, les signaux audio large bande du type IFI, et puis la vidéo. Signaux de parole d'abord. En téléphonie normalisée, à l'échelon d'ailleurs mondial, on limite le spectre à une fréquence maximale de 3400 Hz. Donc, et vers le bas d'ailleurs 300 Hz. Donc c'est 300, 3400. 3,4 kHz pour valeur de FM. Donc la fréquence d'échantillonnage doit être au moins égale à 2 fois 3,4, c'est-à-dire 6,8. La valeur qui a été normalisée, il faut quand même prendre une petite marge par rapport à 2 FM, là, on a pris une fréquence d'échantillonnage de 8 kHz. Ce qui correspond à une période d'échantillonnage de 1 sur 8000 secondes, c'est-à-dire 125 microsecondes. Alors ça, c'est la téléphonie normalisée standard. Parfois, on utilise en transmission de parole une bande améliorée, une bande élargie par conséquent, au double. Enfin, élargie au double. Environ. En tout cas, ça correspond à prendre une fréquence d'échantillonnage de 16 kHz au lieu de 8. La période d'échantillonnage étant à ce moment-là la moitié de 125, c'est-à-dire 62,5 microsecondes. Alors voilà pour la parole. En transmission de musique à plus ou moins à qualité plus ou moins IFI. Trois normalisations avec des fréquences FM qui sont, suivant la qualité, pour les qualités les plus basses, de l'ordre de 15 kHz et en IFI un petit peu supérieur à 20 kHz. 3 classes de fréquences d'échantillonnage. La première, correspondant à des FM voisines de 15, comprendra 32 kHz, ce qui correspond à une période de 31,25 microsecondes. Meilleure qualité, 44,1 kHz, qui correspond à une période de 22,7 microsecondes. Et enfin, qualité supérieure, 48 kHz, ce qui correspond à 20,8 microsecondes. En vidéo, les fréquences sont beaucoup plus élevées, les bandes passantes à transmettre sont beaucoup plus élevées, la fréquence d'échantillonnage se mesure plus du tout en kHz, mais plutôt en mégahertz, et une valeur courante, c'est 10 MHz, qui correspond à une période d'échantillonnage de 100 nanosecondes. Enfin, dans le domaine de l'automatique, c'est-à-dire dans le domaine de la commande numérique des processus, la fréquence d'échantillonnage, là, ne doit être ni trop élevée, car à ce moment-là, le calculateur qui commande le processus serait trop souvent sollicité, ni trop faible,
car à ce moment-là, entre deux commandes, les écarts peuvent devenir importants et le signal venir saturer l'électronique de commande. Généralement, on prend des fréquences d'échantillonnage comprises entre 5 fois la fréquence max la plus élevée dans le spectre du signal que l'on veut traiter, et puis 25 FM, donc compris entre 5 fois FM et 25 fois FM. Ceci termine les considérations pratiques et en même temps le chapitre 2. Nous en arrivons à la conclusion du cours numéro 1. Et comme dans toutes les conclusions, nous la ferons en deux parties, les points les plus importants du cours, et puis de la théorie à la pratique. Alors, les points les plus importants du cours, pour ce chapitre 1 et ce chapitre 2, c'est la classification des signaux et les outils associés, qu'on a vu au paragraphe 1.1 et 1.2, les généralités sur le traitement numérique du signal, avec notamment le schéma du paragraphe 1.5, ainsi que les intérêts et les contraintes du traitement numérique du signal, paragraphe 1.6. La modélisation de l'opération d'échantillonnage au paragraphe 2.2, donc là on est passé au chapitre 2, la périodisation du spectre et le théorème de Shannon, paragraphe 2.4 et 2.5, et enfin l'échantillonnage réel et le filtre anti-repliement au paragraphe 2.6. De la théorie à la pratique, là je veux pointer les exercices et les TD. Pour le chapitre 1, vous avez 3 exercices avec corrigé, puisque tous les exercices sont avec corrigé, 3 exercices avec corrigé, où on voit un peu la génération avec MATLAB de signaux numériques. C'est bien pour s'entraîner avant les TD. Pour le chapitre 2, vous avez 3 exercices toujours avec corrigé sur l'échantillonnage. Et enfin, le TD 1, 2, 2 séances, sur l'échantillonnage et la numérisation d'un signal analogique. Je vous remercie de votre attention.